Le jour où l'Amérique a dû admettre « Nous avons dormi pendant 30 ans. Vous, les Américains ». À la vue de ceci, un frisson vous parcourra l'échine. C'est avec une voix tremblante que Michel, journaliste chevronné de CNN, commença son reportage. L'orgueil de l'Amérique, autrefois leader mondial incontesté, venait de s'effondrer avec fracas devant un seul et unique chantier naval français. Nous allons mettre la France à genoux, avec une taxe de 25%. Non, c'était une erreur de jugement colossale. Ce qui attendait notre équipe de reportage à Saint-Nazaire, sur la côte atlantique, ce n'était pas une économie française en déclin, mais l'incarnation même du futur, une concentration du génie humain. Une armée d'artisans avec une ancienneté moyenne de 16 ans, travaillant en parfaite symbiose avec des robots pilotés par une intelligence artificielle. Face à une telle démonstration de puissance, l'Amérique n'eut d'autre choix que d'admettre. Nous avons dormi pendant 30 ans. Le drame poignant de l'inversion des rôles entre la France et les États-Unis, qui a laissé le monde sans voix. Toute la vérité est sur le point d'être révélée. C'est une autre planète, ici. La véritable raison pour laquelle le journaliste de CNN a perdu ses mots en visitant le chantier naval français. 16 ans d'ancienneté moyenne, mais chez nous, c'est 0. Le moment où les médias américains ont subi un choc à Saint-Nazaire. L'Amérique est sous le choc. La scène stupéfiante à laquelle notre équipe de tournage a assisté sur le chantier naval français en est la cause. Le président Trump, persuadé de pouvoir faire pression sur la France avec une taxe de 25%, affichait une confiance absolue dans la capacité de la construction navale américaine à prendre le relais. Mais ce que les journalistes américains ont découvert sur le terrain à Saint-Nazaire était d'une toute autre nature. Des dizaines de grues, hautes comme des immeubles de 20 étages, construisaient simultanément une cinquantaine de navires. L'ancienneté moyenne des ouvriers y était de 16 ans. Et l'Amérique, elle peinait désespérément à recruter ne serait-ce que des apprentis. L'arrogance américaine, qui méprisait la France, s'est évaporée en un seul jour. Que s'est-il donc passé? La véritable puissance de l'industrie française qui a mis à genoux l'Amérique, si fière de sa suprématie. L'histoire commence maintenant. Un instant, s'il vous plaît. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires depuis où vous nous regardez. Je suis actuellement à Saint-Nazaire, en France. Mais le spectacle qui se déploie sous mes yeux est tout simplement incroyable. Notre équipe de reportage ne pouvait que contempler, bouche bée. Des grues titanesques, hautes comme des immeubles de 20 étages, dominaient le ciel, assemblant plus de 20 navires en même temps. Ce n'était pas un chantier naval. C'était une métropole industrielle dédiée à la construction de géants des mers. Au même moment, à Washington, le président Donald Trump annonçait sa bombe, une taxe douanière de 25% sur la France. Tout le monde s'attendait à ce que l'Amérique entière applaudisse et que les entreprises françaises tremblent. Mais à Saint-Nazaire, les gigantesques grues n'ont pas cessé leur balai. Les étincelles des postes à souder continuaient de jaillir et le pas des ouvriers restait assuré et rapide. Le véritable choc allait suivre. Cette histoire commence 3 mois plus tôt, avec l'effondrement de la construction navale américaine. Je m'appelle Michel. Depuis 25 ans, je couvre le secteur industriel pour une grande chaîne d'information. Automobile, semi-conducteurs, sidérurgie. J'ai visité d'innombrables usines. Mais ce reportage était différent. Avant même de partir, une étrange tension était palpable. Il y a 3 mois, lors d'une audition au Congrès américain, le secrétaire à la Marine était sur la sellette, assailli par les questions des parlementaires. « Monsieur le secrétaire, comment la construction navale de l'US Navy a-t-elle pu en arriver là ?» La voix du secrétaire tremblait. « Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Tous nos programmes de construction de navires ont en moyenne 3 ans de retard. 3 ans! Pendant ce temps, combien de navires nos rivaux ont-ils construits? Des dizaines. Non, pour être précis, plus d'une centaine. En termes de puissance navale, ils nous ont déjà dépassés, du moins en nombre de navires. » Un murmure parcourut l'Assemblée. Un sénateur républicain brandit un dossier. « Monsieur le secrétaire, regardez ceci. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique opérait 11 grands chantiers navals. Et aujourd'hui, 4. Seulement 4. C'est exact. 7 ont fermé. Pourquoi? » Le secrétaire resta silencieux un long moment. Un silence pesant s'installa, son visage devint blême. Les investissements ont manqué, le personnel qualifié aussi.
Mais le plus surprenant restait à venir. Un représentant démocrate prit la parole. « Regardez la France. Eux, ils y arrivent. » Naï. À cet instant, l'atmosphère de l'audition changea. Plus de républicains ou de démocrates. Tous hochèrent la tête en signe d'approbation. Un consensus au-delà des clivages partisans, une scène rarissime dans la politique américaine. J'étais assis dans la tribune de presse. J'ai griffonné rapidement sur mon carnet. Industrie navale française. Potentiel. Ces mots faisaient bouger Washington. Juste après la fin de l'audition, mon téléphone sonna. C'était le siège. « Michel, prépare-toi à partir pour la France. »« Quand ?»« Tout de suite. Les billets sont déjà réservés. Va vérifier si la France peut vraiment sauver notre industrie navale. » J'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade. La France, honnêtement, c'était un pays que je connaissais mal. Le vin, les fromages, la haute couture, peut être Airbus. Mais la construction navale, une pensée m'a traversé l'esprit. N'est-ce pas juste de la production de masse à bas coût? Le soir même, notre équipe de reportage a tenu une réunion d'urgence. Thomas, le caméraman, Jeanne, l'ingénieur du son, Jessica, la productrice, et moi. Nous étions 4 réunis dans la salle de conférence. Jessica ouvrit son ordinateur portable. J'ai regardé les données sur la construction navale française. Leur part de marché mondial est élevée, et ils rivalisent avec les plus grands. Thomas siffla. Vraiment? Oui, mais le plus étonnant, c'est la qualité. D'autres pays produisent beaucoup et à bas prix, mais la France est réputée pour sa très haute qualité. J'ai parcouru les documents. Naval Group, Chantier de l'Atlantique, des noms d'entreprises historiques. Mais les chiffres ne mentaient pas. Ces quelques entreprises construisaient une part significative des plus grands navires du monde. Tu y crois? Demanda Jeanne. J'ai secoué la tête. Il faudra que je le voie de mes propres yeux. On peut toujours manipuler les chiffres. 2 jours plus tard, nous étions à l'aéroport de San Francisco, attendant d'embarquer pour notre vol vers Paris-Charles de Gaulle. 11 heures de vol nous attendaient. Devant la porte d'embarquement, Jessica m'a tendu un café. « Michel, honnêtement, je suis impatiente. » J'ai hésité un peu. Disons que c'est plus une vérification qu'une attente. Le Congrès fait tout un plat de cette affaire, il faut bien qu'on ramène quelque chose. Mais qui sait, ce sera être incroyable. Les TGV français sont de véritables bijoux de technologie, non? J'ai souri. Un navire, ce n'est pas un train. C'est infiniment plus complexe. Des milliers de composants, des dizaines de milliers de personnes. Zeiba Kaneko, Ospeka, assis. Nous sommes montés dans l'avion. Je me suis assis et j'ai bouclé ma ceinture. Par le hublot, je voyais la baie de San Francisco. Le soleil se couchait. Nous avons décollé. Pendant les 11 heures de vol, je n'ai presque pas dormi. Je n'arrêtais pas de penser. La France pouvait-elle vraiment ressusciter l'industrie navale américaine? Ou plus exactement, la France avait-elle la moindre raison de nous aider? J'ai discuté avec mes collègues. Thomas a dit, « Franchement, pourquoi les Français nous aideraient? Trump ne cesse de leur mettre la pression. » C'était la question la plus pertinente. L'administration Trump exigeait une augmentation de la contribution de la France à l'OTAN et se plaignait du déficit commercial. Dans un tel contexte, pourquoi la France aiderait-elle l'Amérique? Jessica a rétorqué, « Mais nous sommes alliés, non? Une alliance de plus de 70 ans. L'alliance ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est l'argent. » J'ai regardé par le hublot. Des nuages s'étiraient au-dessus de l'Atlantique. Quelque part en dessous se trouvait la France. Quel genre de pays était-ce? Sa technologie était-elle vraiment si avancée? 11 heures plus tard, l'annonce du commandant de bord a retenti. « Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. » J'ai regardé en bas. Les terres françaises commençaient à apparaître. Les lumières de la ville scintillaient. C'était plus brillant que je ne l'imaginais. Plus vaste. Nous avons atterri. Quand la porte de l'avion s'est ouverte, un air frais est entré. Un vent vivifiant d'octobre. Nous sommes entrés dans le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle. La première impression fut inattendue. L'aéroport était d'une propreté impeccable. Les plafonds étaient hauts, la lumière naturelle inondait les lieux. La signalisation était claire, le sol brillait. « Waouh !» s'exclama Thomas. J'étais également surpris.
Au moins, les infrastructures étaient au point. Je me suis dit qu'un pays capable de gérer un aéroport de cette envergure devait avoir une industrie solide. Du moins, dans une certaine mesure. Après avoir passé l'immigration, nous sommes sortis. Un bus nous attendait pour nous conduire jusqu'à la zone des chantiers navals de Saint-Nazaire. Nous sommes montés à bord. Assis, je regardais le paysage défiler. Nous avons emprunté l'autoroute. La route était large, les voies bien entretenues. Rien à envier aux highways américaines. Leurs infrastructures sont incroyables, murmura Thomas. J'étais d'accord. Je me suis dit qu'un pays avec un tel réseau routier devait être capable de construire de bons navires. Après plusieurs heures de route, le paysage a changé. La mer est apparue, le magnifique estuaire de la Loire. L'eau scintillait sous le soleil. Puis, nous avons vu des grues. Au début, j'ai cru qu'il y en avait une ou deux. Mais elles se sont multipliées. 10, 20, non, c'était impossible de les compter. C'est quoi tout ça? Demanda Jeanne. Je ne savais pas non plus. C'était tout simplement écrasant, comme une forêt de machines gigantesques. Le bus s'approchait du chantier naval de Saint-Nazaire. Les grues devenaient de plus en plus nombreuses, de plus en plus massives. Des blocs de la taille d'un immeuble étaient assemblés. C'étaient des sections de navires. C'est vraiment énorme. Hey! S'exclama Thomas, en sortant son appareil photo. Il a commencé à filmer par la fenêtre, mais le cadre ne pouvait contenir l'immensité du site. Finalement, le bus s'est arrêté. Devant l'entrée principale d'un grand chantier naval. Nous sommes descendus. Et là, nous sommes tous restés sans voix. Le spectacle visible derrière le portail dépassait l'imagination. Ce n'était pas une usine. C'était une ville. Une ville gigantesque dédiée à la construction de navires. Des dizaines de grues, hautes comme des immeubles de 20 étages, étaient alignées. Sous chaque grue, un navire. Certains étaient presque terminés, d'autres n'en étaient qu'à leur début. Plus de 20 navires étaient en construction simultanément. Les étincelles de la soudure jaillissaient de toutes parts. Des éclairs bleus fusionnaient les plaques d'acier. Un son grave et sourd faisait vibrer le sol. Le bruit des machines, des hommes, du métal qui s'entrechoquent. Le vent s'est levé. Un vent marin, mais il transportait une autre odeur. L'odeur de la soudure, de l'acier, et celle d'un organisme vivant, gigantesque et en mouvement. Thomas a levé son appareil photo. Mais il s'est arrêté. Il l'a simplement baissé pour contempler la scène. C'est la réalité, ça? Moi non plus, je n'arrivais pas à y croire. Quand je voyais les chiffres, je ne comprenais pas. 50 navires par an, ce n'était qu'un chiffre. Mais le voir de mes propres yeux, c'était complètement différent. C'était une autre dimension. Jessica m'a saisi le bras. Michel, on s'est complètement trompé. J'ai hoché la tête. Oui. Nous nous étions trompés. Nous avions sous-estimé la France. Ou plus exactement, nous nous étions surestimés nous-mêmes. Un guide français est sorti du portail. Un homme d'une quarantaine d'années. Vous êtes l'équipe de presse? Bonjour. Je suis Jean-Pierre Lefebvre, responsable des relations publiques. Nous nous sommes serrés la main. Sa main était dure et épaisse. Bienvenue. Le voyage a été long. Je vais maintenant vous faire visiter le chantier. Nous l'avons suivi à travers le portail. Une immense porte d'acier s'est ouverte. À l'intérieur, c'était un autre monde. La véritable histoire commence ici. Monsieur Lefebvre nous guidait. Nous sommes entrés dans le chantier. Notre premier arrêt fut une plateforme d'observation. D'ici, vous aurez une vue d'ensemble. Nous sommes montés. Et là, le souffle coupé. Le chantier s'étendait à perte de vue. L'équivalent de plusieurs centaines de stades de football. Non, bien plus grand encore. On ne voyait pas la fin. Le chantier semblait se prolonger jusqu'à l'horizon lointain. 20 navires en construction simultanée, chacun aussi grand qu'un immeuble de 10 étages. Sur chaque navire, des gens s'activaient. Les grues bougeaient sans cesse, soulevant des plaques d'acier pesant plusieurs centaines de tonnes, comme si c'était de simples feuilles de papier. Soudain, une lueur bleue jaillissait. Une soudure venait de commencer. « Incroyable !» murmura Thomas. Il tenait son appareil photo, mais ses mains tremblaient. J'étais dans le même état. Comment décrire une telle scène avec des mots? Monsieur Lefebvre commença ses explications. Ce chantier construit 50 grands navires par an. C'est l'un des plus grands au monde. 50 navires?
Savez-vous ce que ce chiffre représente? L'ensemble des États-Unis construit 5 grands navires commerciaux par an. Un seul chantier français produit 10 fois plus que tout notre pays. 10 fois? Répéta Jessica, incrédule. Oui, en réalité, bien plus de 10 fois. Car aujourd'hui, les États-Unis n'ont quasiment plus de capacité de construction de grands navires commerciaux. Mon esprit s'est embrouillé. L'image du secrétaire à la marine, abattu devant le Congrès, m'est revenue. Je comprenais enfin la gravité de la situation difficile dont il parlait. Et ce navire-là, Baz, c'est quoi? Demanda Thomas en désignant le plus grand. C'est un méthanier, un navire qui transporte du gaz naturel liquéfié. Le prix d'un seul de ces navires est de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Un seul navire valait le prix d'une PME florissante. Combien de temps pour le construire? Entre 18 et 24 mois. 2 ans. Pendant 2 ans, des milliers de personnes travaillaient pour construire un seul navire. Et ici, ils en construisaient des dizaines en même temps. Monsieur Lefebvre désigna une autre direction. Là-bas, c'est un porte-conteneurs. L'un des plus grands au monde. Il était d'une taille colossale. Oh, va-t-il? En Europe, il a été commandé par une compagnie maritime danoise. Danemark, Europe, le monde entier. Les navires construits ici sillonnaient tous les océans du globe. Les grandes artères du commerce mondial étaient fabriquées ici. Allons voir le terrain de plus près, dit M. Lefebvre. Nous sommes descendus de la plateforme pour entrer au cœur du chantier. Notre première visite fut pour l'atelier de soudure. D'immenses plaques d'acier étaient empilées. L'épaisseur de chaque plaque était celle de la paume de ma main. Elle pesait des dizaines de tonnes. Des ouvriers travaillaient sur ces plaques. Les étincelles bleues de la soudure jaillissaient sans interruption. Derrière les gerbes de feu, on devinait les silhouettes des soudeurs. On aurait dit des sculpteurs façonnant une œuvre monumentale. Nous nous sommes approchés d'un ouvrier, un homme d'une 50aine d'années. Il avait retiré son masque de soudeur. « Bonjour, nous sommes d'une chaîne d'information américaine. Pouvons-nous vous interviewer ?» Il parut surpris. « Vous venez d'Amérique ?»« Oui. Nous sommes venus voir ce qu'est ce chantier. » Il sourit. « Ici, c'est le meilleur chantier naval du monde. » Son assurance était palpable. Ce n'était pas une confiance en l'air, mais une certitude forgée par 25 ans d'expérience. « Vous travaillez ici depuis combien de temps? » 25 ans. Je suis entré à 25 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. 25 ans. Il avait passé la moitié de sa vie ici. Il avait vécu en construisant des navires. Vous êtes donc un expert dans ce domaine? On peut dire ça. La soudure, je pourrais la faire les yeux fermés. Cela sonnait comme une blague, mais son regard était sérieux. Il en semblait vraiment capable. M. Lefebvre intervint. L'ancienneté moyenne de nos ouvriers est de 16 ans. J'ai cru mal entendre. La moyenne? 16 ans en moyenne? Oui, la moyenne. 16 ans. Savez-vous à quel point ce chiffre est extraordinaire? Les chantiers navals américains peinent à recruter des jeunes. Ne parlons même pas des ouvriers qualifiés. Personne ne veut travailler dans ce secteur. Mais ici, c'était différent. 16 ans de moyenne, cela signifiait que les piliers de la production avaient 20, 30 ans d'expérience. Et en Amérique? Demanda le soudeur. J'ai répondu honnêtement. C'est difficile. Presque personne ne veut entrer dans ce métier. Mais alors, qui construit les navires? C'est bien là le problème. Il hocha la tête, l'air compatissant. Moi, journaliste américain, j'étais en train de me faire consoler. Ensuite, nous sommes allés au bureau d'études. Des dizaines d'ingénieurs étaient assis devant leurs ordinateurs. Sur les écrans, des navires modélisés en 3D. Le silence régnait. Seul le bruit des claviers et des clics de souris se faisait entendre. Mais dans ce calme, un travail colossal était en cours. Des navires à 200 millions de dollars pièce étaient conçus ici. Une ingénieure, la trentaine, nous a expliqué. L'IA réalise une première ébauche. Nous entrons les spécifications du client et l'IA propose le design optimal. Cela prend 10 fois moins de temps qu'avant. 10 fois moins? Oui. Une tâche qui prenait 10 jours se fait maintenant en une seule journée. Et que font les ingénieurs? Alors, nous cherchons les failles que l'IA a pu manquer. Nous validons la sécurité, l'efficacité, la rentabilité. L'IA n'est pas parfaite. Elle zooma sur son écran. La salle des machines d'un navire apparut. Des centaines de tuyaux s'entremêlaient.
Regardez ici. L'IA a conçu cela, mais en réalité, la maintenance est impossible. Il n'y a pas d'espace pour qu'un homme puisse passer. C'est ce genre de choses que nous détectons. C'était une collaboration entre l'homme et l'IA. L'IA ébauchait rapidement. L'homme peaufinait avec précision. Une combinaison parfaite. Jessica murmura. Y a-t-il un tel système dans les chantiers américains? J'ai secoué la tête. Non. En Amérique, beaucoup dessinent encore les plans à la main. Nous avons quitté le bureau d'études pour la chaîne automatisée. Dans un espace immense, des robots étaient alignés. Plus de 200 robots fonctionnaient en même temps. Un bras robotique saisissait une plaque d'acier, la positionnait avec une précision millimétrique et commençait à souder. Des étincelles jaillissaient, une précision sans la moindre erreur. Le taux de précision est de 99,8%, dit M. Lefebvre. Les 0,2% restants sont vérifiés par un contrôle humain final. Les robots peuvent aussi faire des erreurs. Ici aussi, c'était la même chose. Le robot faisait le gros du travail, mais le jugement final revenait à l'homme. La fusion parfaite de la technologie et de l'humain. Je ne pouvais qu'être admiratif. Ce n'était pas seulement la taille qui était impressionnante, c'était le système qui était parfait. Le personnel, la technologie, l'automatisation, tout fonctionnait en harmonie. N'avez-vous pas ce genre de système en Amérique? Demanda prudemment M. Lefebvre. J'ai eu un sourire amer. Nous l'avions. Autrefois, plus maintenant. Pourquoi a-t-il disparu? Nous n'avons pas investi. Nous l'avons laissé à l'abandon pendant 30 ans. Monsieur Lefebvre n'a rien dit. Il n'y avait sans doute pas de mots de réconfort. Nous avons continué la visite pendant 1 heure. L'atelier de peinture, l'armement, la préparation des essais en mer. Tout était parfait. Pas la moindre faille. Je pensais, est-ce cela, la vraie France? Ce pays que nous méprisions? Non. Nous nous étions trompés. Nous n'avions pas méprisé la France. Nous nous étions illusionnés sur nous-mêmes. Vers 15 heures, on nous a conduits dans une salle de repos. Pour nous reposer un peu et mettre nos idées en ordre, nous buvions un café. Thomas et Jessica étaient avec moi. Personne ne parlait. Nous avions vu trop de choses, nous avions besoin de temps pour digérer. Thomas a rompu le silence le premier. Honnêtement, ça me déprime. De quoi est-ce qu'on se vantait, nous? Jessica eut un sourire amer. On croyait être les meilleurs du monde, alors qu'on a abandonné la construction navale depuis 30 ans. J'ai regardé par la fenêtre. Les grues continuaient leur travail incessant. Je me suis dit, eux, ils ne se sont pas arrêtés pendant 30 ans. À cet instant, mon téléphone a vibré. Une alerte info de notre rédaction. J'ai regardé l'écran. Trump annonce une taxe de 25% sur la France. Mon cœur s'est serré. Maintenant, de tous les moments possibles, maintenant, alors que nous étions en train de visiter un chantier naval français. Michel, regarde ça. Jessica avait reçu la même nouvelle, Thomas aussi. Tous, stupéfaits, fixaient leurs écrans. Une taxe de 25% sur l'automobile, l'acier et l'industrie française. Une taxe à effet immédiat. Une taxe colossale. Ça va être un carnage, non? Dit Thomas. Je pensais la même chose. Avec 25%, les entreprises françaises subiraient un coup fatal. Les exportations bloquées, les usines à l'arrêt. Monsieur Lefebvre est entré. Son visage était grave. Il avait visiblement appris la nouvelle. Vous avez entendu? Oui. Nous sommes désolés. Dans une telle situation. Monsieur Lefebvre a fait un geste de la main. Ce n'est pas grave. Nous nous y attendions. Vous vous y attendiez? Oui. Le président Trump est toujours comme ça. Sa voix était calme. Ni surprise, ni colère. Plutôt une réaction du genre, comme prévu. Mais 25%, ce n'est pas un coup terrible. Monsieur Lefebvre a souri. Pas un sourire amer, un sourire confiant. Nous sommes prêts. Prêts? Oui. Nous nous préparons à ce genre de situation depuis très longtemps. Une méthode pour ne pas vaciller, même avec des taxes. Soudain, on a entendu quelqu'un marcher rapidement dans le couloir. Un autre employé, une tablette à la main. Monsieur le directeur, une dépêche sur Renault vient de tomber. Monsieur Lefebvre a pris la tablette. Et il a souri. Regardez, voici notre réponse. Il nous a montré la tablette. Un article de presse était affiché. Renault, production record dans son usine du Kentucky,
aux États-Unis. L'article était sorti juste après l'annonce des taxes. Il disait que l'usine américaine de Renault avait atteint une production record. Qu'est-ce que ça veut dire? Jessica n'a pas fini sa phrase. Moi non plus, je ne comprenais pas. Ils se prenaient une taxe, et au lieu de ça, ils augmentaient leur production. Monsieur Lefebvre a expliqué. Renault possède déjà d'énormes usines aux États-Unis. Anticipant l'arrivée des taxes, ils ont augmenté leur production locale depuis des mois. C'est le moyen le plus sûr d'éviter les taxes douanières. C'était une attaque frontale. Ils n'avaient pas réduit leurs exportations pour éviter les taxes. Au contraire, ils s'étaient implantés encore plus profondément au cœur de l'Amérique. C'est pareil pour Michelin. Ils investissent massivement dans leurs usines locales. Les entreprises françaises ne fiaient pas. Elles ne se battaient pas non plus. Elles s'enracinaient simplement plus profondément sur le sol américain. Impressionnant, a admiré Thomas. J'étais aussi stupéfait. Je me suis dit que c'était ça, une vraie stratégie. Et de l'Europe, demanda Jessica. L'Europe aussi a récemment taxé la France, non? Une taxe élevée sur l'acier. Le visage de M. Lefebvre prit une expression étrange. L'Europe, c'est une situation intéressante. Intéressante? Oui. En voulant bloquer l'acier français, l'Europe s'est tiré une balle dans le pied. Il a de nouveau manipulé la tablette et nous a montré un autre article. Industrie manufacturière allemande, pénurie d'acier français, les coûts de production s'envolent. Thanks for watching. L'Europe avait taxé l'acier français pour protéger sa propre industrie. Mais le résultat fut l'inverse. Les constructeurs européens, privés de l'acier de haute qualité français, ont vu leurs coûts de production exploser. L'acier européen était plus cher. L'industrie automobile, notamment en Allemagne, était en ébullition. Le prix de l'acier avait doublé. Monsieur Lefebvre a poursuivi. Et la France, qu'a-t-elle fait? Nous avons redirigé nos exportations vers l'Asie. Le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est sont très demandeurs de notre acier. Perdre le marché européen était dommage, mais nous avons compensé ailleurs. La France était flexible. Un marché se fermait, ils allaient sur un autre. Ils étaient préparés. Le plus ironique, c'est l'industrie de la défense, a ajouté M. Lefebvre en nous montrant un autre article. Allemagne, augmentation des coûts de production des obus. Aïe, thanks for watching. En augmentant les taxes sur l'acier, l'Europe avait aussi fait grimper le coût de production des équipements de défense. Chars, obus, navires de guerre, tout est fait d'acier. L'Allemagne mettait plus de temps à produire un obus et il coûtait plus cher. Et la France, elle produisait beaucoup plus vite et à moindre coût. Des pays comme la Pologne se sont intéressés aux machines-outils et aux équipements de défense français, moins chers et plus rapides que les Allemands. En voulant bloquer la France, ce sont les entreprises européennes qui ont subi les dommages. Finalement, l'Europe a compris qu'il était moins cher d'acheter le produit fini français. C'était l'effet boomerang. Ils avaient lancé l'arme des taxes et elle leur était revenue en pleine figure. L'Europe, qui une semaine plus tôt voulait contenir la France, faisait maintenant la queue pour acheter ses produits. J'ai bu une gorgée de mon café. Il était froid. Une amertume s'est répandue dans ma bouche. C'est ironique, a dit Jessica. Nous et l'Europe, on a voulu faire pression sur la France, et au final, c'est nous qui avons besoin d'elle. C'était tout à fait ça. L'Amérique demandait l'aide de la France pour reconstruire sa marine. L'Europe achetait des équipements français. Qui avait besoin de qui? Nous de la France ou la France de nous? La réponse était claire. C'était nous. Nous avions besoin de la France. Lefebvre a dit. Il se fait tard. Je vais vous conduire à votre hôtel. On se revoit demain. Nous avons quitté le chantier. Dans le bus qui nous ramenait, le soleil se couchait. Le crépuscule sur l'estuaire de la Loire colorait la mer de rouge. Les grues, elles, continuaient de bouger. Le travail se poursuivait la nuit, nous avait-on dit. En regardant par la fenêtre, je me suis demandé, depuis quand avons-nous pris un tel retard, ou plus exactement, depuis quand la France a-t-elle pris une telle avance? La réponse était simple. Pendant que nous étions à l'arrêt, la France, elle, avait continué de courir. Pendant 30 ans, hors des départs de l'aéroport Charles de Gaulle, j'étais sur le point de rentrer en Amérique. Après 2 semaines de reportage en France, en passant devant les boutiques duty-free, je réfléchissais. Ma perception des choses avait radicalement changé entre mon arrivée et maintenant.
sur la France et aussi sur l'Amérique. Je me suis assis devant la porte d'embarquement. Par la fenêtre, je voyais les avions décoller et atterrir. Les images des grues de Saint-Nazaire me sont revenues en mémoire. Cette échelle écrasante, ces ouvriers avec 16 ans d'expérience, ce système, parfaitement huilé. J'ai regardé l'intérieur de l'aéroport. Des gens affairés allaient et venaient. Français, étrangers, tout se mélangeait naturellement. Ce pays n'était pas à l'arrêt. Il bougeait, évoluait, allait de l'avant. Une vendeuse du duty-free m'a gentiment renseigné en anglais. Elle jonglait avec le français, l'anglais, le chinois. Cela aussi faisait partie de leur préparation, une préparation pour faire face au monde. Jessica s'est assise à côté de moi. Michel, honnêtement, au début, je n'attendais pas grand-chose. J'ai souri. Moi non plus. Je m'attendais à une version européenne de la Chine, à bas coût. Mais on s'est complètement trompé. C'était vrai. Nous nous étions trompés. Nous avions sous-estimé la France. Pourquoi l'Amérique a-t-elle pris du retard dans la construction navale? À cause de la Chine? De la France? Non, c'était parce que nous avions nous-mêmes abandonné. Nous n'avons pas investi, nous n'avons pas formé les gens. Pendant ce temps, la France se préparait en silence. 16 ans, 20 ans, 30 ans d'investissement dans un seul domaine pour devenir les meilleurs du monde. L'annonce de l'embarquement a retenti. Je me suis levé. Je suis monté dans l'avion. Dans 11 heures, j'atterrirai à San Francisco. Assis à ma place, j'ai bouclé ma ceinture. L'avion a commencé à rouler lentement. Alors que nous nous dirigeons vers la piste, les lumières de l'aéroport se sont éloignées. Nous avons décollé. L'avion s'est élevé dans le ciel. La terre française est devenue de plus en plus petite. Mais dans ma tête, l'image de ce chantier naval gigantesque à Saint-Nazaire restait vive. Que doit faire l'Amérique? Pouvons-nous devenir comme la France? Oui, mais ce ne sera pas facile. Pour rattraper 30 ans de retard, il faudra être 30 autres années. L'important, c'est de commencer. Maintenant, comme la France l'a fait, l'avion a pris de l'altitude, au-dessus des nuages. En bas, on ne voyait plus rien, juste une mer de nuages blancs. J'ai sorti mon ordinateur portable. Je devais écrire mon article. Je devais dire la vérité au peuple américain, que nous n'avions pas pris de retard, mais que nous étions restés immobiles. Que la France n'avait pas seulement avancé, mais qu'elle avait couru, et qu'il n'était pas encore trop tard. J'ai commencé à taper. Sur le chantier naval français, j'ai vu une autre planète, ou plus exactement, l'avenir. Un avenir que nous aurions pu avoir, mais que nous avons abandonné. Les mots coulaient de source. J'écrivais ce que j'avais vu, sans phare. 11 heures plus tard, j'atterrissais à San Francisco. J'ai posé le pied sur le sol américain. Un air familier, des sons familiers, un paysage familier. Mais désormais, tout me semblait différent. Rien n'avait changé, mais mes yeux voyaient les choses autrement. Je pensais, il faut changer. L'Amérique doit changer. Et elle peut changer. La France l'a prouvé. J'ai quitté l'aéroport. J'ai pris un taxi. Sur le chemin du retour, le paysage de San Francisco défilait. J'ai pris une décision. Je raconterai cette histoire. Exactement. Au peuple américain, au Congrès, au gouvernement. Je dirai la vérité. Nous pouvons le faire, comme la France l'a fait. Il suffit de commencer. Maintenant, une semaine après la fin de mon reportage, j'étais à Washington. La salle de presse de la Maison-Blanche était en effervescence. Le secrétaire au commerce est monté à la tribune. Nous poursuivons un dialogue constructif avec la France. J'ai cru mal entendre. Un dialogue constructif? L'Amérique qui, une semaine plus tôt, brandissait une taxe de 25%, mais le plus surprenant était ailleurs. Le visage du secrétaire était serein, pas arrogant, plutôt prudent. La France est un partenaire essentiel, particulièrement dans le domaine de la construction navale, où son expertise est de classe mondiale. Ah yeah. Yes, mon collègue assis à côté de moi a murmuré. Michel, c'est ton reportage ça, non? J'ai hoché la tête. C'était bien ça. Ce chantier que j'avais vu à Saint-Nazaire, ces ouvriers avec 16 ans d'expérience, ce système parfait, c'était exactement ce dont l'Amérique avait besoin. Quelques jours plus tard, le président Trump est intervenu personnellement. Lors d'une conférence de presse au sommet de l'APEC, nous avons mené des négociations équitables avec la France.
Des négociations très équitables. Je n'en croyais pas mes oreilles d'entendre ce mot dans la bouche de Trump. Depuis 3 mois, il ne parlait que de l'Amérique d'abord et de négociations musclées. Mais cette fois, c'était différent. Même le ton de sa voix avait changé. Juste après la conférence de presse, un appel du siège. Michel, enquête de suivi, trouve comment avancent les négociations franco-américaines. J'ai commencé à faire le tour du Congrès. J'ai rencontré des sénateurs et des représentants. Ce qui m'a surpris, c'est que, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, tous étaient favorables à la France. Un sénateur républicain du Texas m'a dit « Nous avons besoin de la technologie navale française. Sans eux, nous ne pourrons pas reconstruire notre marine. » Il a étalé des documents, des photos du chantier de Saint-Nazaire, celles que j'avais prises moi-même, de ces grues. Regardez, voilà ce qu'est une véritable industrie. Ce que nous avons perdu. Un représentant démocrate de Californie tenait le même discours. La France est un partenaire fiable. 70 ans d'alliance, ce n'est pas pour rien. Leur visage était sérieux. Ce n'était pas un spectacle politique. Ils s'inquiétaient sincèrement. Pour l'avenir de l'Amérique, l'atmosphère à Washington avait complètement changé. Les voix qui appelaient à faire pression sur la France s'étaient tues. À la place, celles qui prônaient la coopération se faisaient de plus en plus fortes. Une grande banque d'investissement a publié un rapport. La probabilité d'un nouvel accord entre la France et les États-Unis était élevée. Elle prévoyait une baisse des taxes sur l'automobile. En échange, la France investirait des sommes colossales en Amérique, des montants faramineux. Mais le cœur de l'accord n'était pas l'argent, c'était l'industrie. Un document interne du Pentagone a fuité. Il contenait une demande officielle de soutien à la France pour la reconstruction de l'industrie navale américaine. Des discussions concrètes étaient en cours pour que des entreprises comme Naval Group et les chantiers de l'Atlantique participent à des projets navals américains. C'est vraiment ironique, a dit Jessica. Nous étions assis dans un café près de la Maison Blanche. On a voulu les écraser avec des taxes et maintenant on les supplie de nous aider. J'ai bu une gorgée de café. Une amertume s'est répandue dans ma bouche. Ce n'était pas de la pression, c'était de l'autosabotage. On s'est tiré une balle dans le pied. C'était la stricte vérité. L'Amérique avait taxé la France, mais ce sont les entreprises américaines qui en ont subi les conséquences. Les lignes de production se sont arrêtées par manque de composants. Les entreprises américaines criaient « Nous avons besoin des pièces françaises ». Mais le mur des taxes les en empêchait. Un mur que l'Amérique avait elle-même érigé. Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée que la France et les États-Unis se préparaient à publier une déclaration commune. Un accord global qui ne concernait pas seulement les taxes, mais aussi l'énergie, la défense, l'industrie. J'ai commencé à rédiger une ébauche de mon article. Assis devant mon ordinateur, j'ai tapé. Que veut l'Amérique? Une marine puissante, une chaîne d'approvisionnement stable, des technologies de pointe. La France possède tout cela. J'ai arrêté de taper. Cette phrase était-elle juste? Je l'ai relue. Elle l'était. Une phrase inimaginable 3 mois plus tôt. Le soir tombait sur Washington. J'ai regardé par la fenêtre. Au loin, je voyais la Maison Blanche. Illuminée, elle brillait. Là-bas, en ce moment même, les négociations avec la France touchaient à leur fin. Des négociations pour baisser les taxes, recevoir des investissements, reconstruire une industrie. Qui a gagné? L'Amérique? La France? Aucun des deux. Les deux ont obtenu ce dont ils avaient besoin. S'il y a un vrai gagnant, c'est la réalité. La réalité a triomphé de l'arrogance. Voilà l'histoire incroyable vécue par Michel, notre journaliste, à Saint-Nazaire. Parfois, nous vivons en oubliant notre propre valeur, mais le monde, lui, sait. L'esprit de l'artisan, qui consacre 16 ans de sa vie à un domaine. Une posture préparée, qui ne vacille pas face à la crise. Et 30 ans passés à avancer sans relâche vers l'excellence. Voici les raisons pour lesquelles vous devriez être fiers. Partagez cette histoire autour de vous. Un petit encouragement peut devenir une grande force. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.